Donc l'un des attraits majeurs des séries télévisées réside certainement dans les effets de la discontinuité qui permettent aux spectateurs de continuer à investir le monde fictionnel pendant la période d'interruption qui sépare la diffusion des épisodes ou des saisons. Les spectateurs cherchent entre autres à se rassurer ou à se faire peur sur le sort d'un personnage à travers la consultation de spoilers ou d'informations relatives au contrat de l'acteur qui l'interprète. Autant de pistes qui livrent des indices possibles du développement ultérieur des personnages et permettent d'anticiper des scénarios qui seront validés ou non par le récit. L'engagement dans les séries télévisées est donc à la fois intra-épisodique, ce qui correspond au moment du visionnage des épisodes, et pour les publics les plus investis, inter-épisodique, puisqu'il se poursuit entre le visionnage des épisodes. De ce point de vue, les technologies de l'information et de la communication numérique ont évidemment un rôle fondamental. Elles ont entraîné une démultiplication de ces pratiques et elles ont permis leur diffusion au-delà des seuls cercles de fans des fans d'un programme. Elles leur ont aussi donné une visibilité accrue. Bon, j'ai donné un petit exemple que j'aime bien, qui est celui de la coupe de cheveux de Kit Harington, qui se coupe les cheveux en janvier 2015, et lorsqu'il débarque sur un tapis rouge avec ses cheveux courts, la presse sur Internet et les fans se demandent ce que cette coupe de cheveux indique quant au sort du personnage dans la prochaine saison de Game of Thrones, l'acteur ayant mentionné préalablement une clause dans son contrat qui lui interdisait de se couper les cheveux. Donc s'il s'est coupé les cheveux, est-ce que ça veut dire que Kit Harington va mourir ? Donc voilà, pour faire un petit lien avec le premier cours, que vous avez vu dans cette série. Donc, en l'occurrence, les tweets que je vous montre ici émanent de spectateurs très engagés dans la série. Mais l'expérience d'une série n'est pas nécessairement optimale pour tous les spectateurs, pour paraphraser Olivier Caïra, qui montre que dans l'expérience ludique, l'engagement des joueurs varie entre sous-engagement et surengagement. Je me propose dans la première partie de cette présentation de définir une conception graduelle de l'engagement qui tient compte du fait que les spectateurs construisent des liens affectifs plus ou moins forts avec les différentes séries. Et parmi les nouvelles pratiques liées à la sociabilité numérique, je m'intéresserai ensuite, dans la seconde partie, à un exemple spécifique, le live tweet de l'épisode final de Downton Abbey. La pratique du live tweet consiste à commenter un événement en cours de déroulement sur le réseau socio-numérique Twitter. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un débat politique, une rencontre sportive, ou dans le cas qui m'intéresse, dans un épisode de série télé, dans les contraintes instaurées par le dispositif, c'est-à-dire qu'il faut poster des messages concis qui ne dépassent pas 140 caractères. Twitter constitue un observatoire très précieux, car si l'engagement inter-épisodique des spectateurs est observable à travers de très nombreuses plateformes numériques et socio-numériques, les forums, les pages Facebook, les sites dédiés à la publication de fanfiction, etc., les processus cognitifs liés à la découverte progressive des épisodes, donc à l'engagement intra-épisodique, demeuraient inaccessibles avant la popularisation de la pratique du live tweet. Les spectateurs esquissent dans leurs tweets des scénarios avant leur réalisation éventuelle dans l'épisode, mettant en évidence les effets concrets des stratégies narratives mises en place par les scénaristes de la série. Ces échanges éclairent en particulier les différentes formes de l'anticipation qui varient en fonction du lien affectif que les spectateurs ont construit avec la série. Donc, première partie qui sera assez brève sur les différents degrés d'engagement des spectateurs. J'en distingue 5 degrés d'engagement cognitif possibles, classés du plus faible au plus important, et qui s'articulent à un engagement affectif variable. Et ainsi qu'à un rythme de fréquentation plus ou moins régulier de la série. Donc il s'agit d'un répertoire d'attitudes possibles face à un récit donné qui peut évidemment varier pour les spectateurs selon les programmes. Donc première forme d'engagement possible, un sous-engagement, ce que j'appelle les spectateurs contraints. C'est une catégorie de public qui n'a pas choisi l'activité et qui n'y consent que sous pression du groupe familial ou amical. Quand on regarde pour faire plaisir, une série pour faire plaisir à quelqu'un. Ce qui peut engendrer des tensions lorsque des spectateurs sous-engagés perturbent la réception de spectateurs attentifs, en posant sans cesse des questions, en faisant des remarques désobligeantes sur la qualité du programme, par exemple. Ces spectateurs revendiquent une distance affective et cognitive vis-à-vis du programme et vis-à-vis du reste des spectateurs. Leur réception est donc occasionnelle et leur expérience du récit est faiblement immersive, voire non immersive. Deuxième possibilité, la tension oblique les spectateurs nonchalants.
Les spectateurs peuvent n'accorder à la série, qui occupe alors une simple fonction de distraction routinière, une attention oblique, pour paraphraser Richard Hogarth, qui parle également de consommation nonchalante. Soit que l'actualisation soit combinée avec d'autres activités qui requièrent une certaine concentration, et implique dès lors une attention partagée, quand on regarde en faisant le ménage par exemple, soit que le récit ne suscite qu'un intérêt médiocre. Donc l'attitude de ces spectateurs se caractérise par une certaine distraction, et ils peuvent manquer les éléments nécessaires à la compréhension, et leurs réponses affectives sont généralement minimales. Troisième catégorie, attention soutenue, donc les spectateurs attentifs. L'engagement cognitif est alors plus important, sans que le récepteur éprouve nécessairement le besoin de prolonger l'expérience de la série entre les épisodes, donc pas nécessairement d'engagement interépisodique. Les spectateurs attentifs peuvent fréquenter la série de façon occasionnelle ou plus régulière en fonction du goût qu'ils ont pour cette série et en fonction également de la stratégie de mise en intrigue privilégiée. Les feuilletons se prêtent moins bien à une fréquentation irrégulière que les séries, à proprement parler. Catégorie suivante, donc observation active, les rôdeurs, donc en anglais les lurkers, rôdeurs, observateurs, suivant la terminologie adoptée par Matt Hills ou par Costello et Moore, qui sont des récepteurs réguliers et fidèles, qui cherchent à rattraper les épisodes s'ils les ont manqués, et qui prolongent l'expérience de la série en recherchant des informations à son sujet entre les épisodes, sans pour autant participer pleinement à leur rédaction. Cette catégorie peut recouvrir plusieurs types d'activités, les conversations avec des proches, la lecture des articles consacrés au récit dans la presse généraliste ou spécialisée, la consultation des sites officiels ou des sites de fans. Et enfin, dernière catégorie, qui est celle qui a la plus été étudiée, les fans, donc, qui sont plus nettement engagés dans une dynamique de participation, voire de co-création. Donc c'est la catégorie du public qui s'exprime le plus volontiers et qui, à ce titre, la plus facilement observable à travers les traces écrites qu'elle produit dans le domaine public, qu'il s'agisse de lettres, de fanfiction, de prises de position sur des forums. Les discussions sur les forums peuvent épouser de très près le rythme de la programmation et avoir lieu immédiatement après la diffusion des épisodes, voire pendant les coupures publicitaires, ce que Matt Hills, en 2002, qualifiait de « just-in-time fandom ». Mais depuis quelques années, ce type de pratique s'émancipe du cadre du fandom. Les spectateurs, qui ne sont pas nécessairement des fans, expriment volontiers leur ressenti en direct sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Et la pratique du live tweet concerne ainsi tout type de public, puisque certains usagers, donc y compris des spectateurs contraints, puisque certains usagers utilisent le réseau pour se plaindre d'être contraints de regarder une série qu'ils n'apprécient pas, comme on le verra donc dans l'exemple que je vais étudier par la suite. Donc, voilà. Je passe à ma deuxième partie, qui est donc l'étude de mon cas, le live tweet de l'épisode final de Downton Abbey. Pour une brève petite présentation de la série pour ceux qui ne l'ont pas vue. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout? Ouais. Bon. Donc c'est une série qui a été diffusée entre 2010 et 2015 sur la chaîne anglaise ITV1 et qui raconte les déboires des habitants d'un domaine du Yorkshire au début du XXe siècle, en s'intéressant à la fois aux aristocrates qui possèdent le domaine et aux serviteurs. C'est une série qui reprend de nombreux éléments thématiques et modaux caractéristiques du soap opéra, des morts dramatiques, des fiancés abandonnés à l'hôtel, des liaisons secrètes, des enfants cachés, etc. Et elle a rencontré un très grand succès international au point de devenir une série culte et un référent culturel incontournable. Il m'a semblé particulièrement intéressant d'analyser la réception de l'épisode final de la série, dans la mesure où les réponses affectives des publics investis touchent à leur paroxysme au moment de la séparation avec une série et des personnages auxquels ils se sont attachés pendant des années. Et en plus, en outre, le dernier épisode provoque une forte attente, puisque les spectateurs attendent la résolution de l'ensemble des éléments laissés irrésolus jusqu'à présent. Dans le cas de Downton Abbey, les incertitudes pour lesquelles les spectateurs attendent une résolution se concentrent essentiellement sur l'existence quotidienne des personnages. Donc je suis désolée, je vais faire plein de spoilers pour ceux qui ne sont pas à jour. Donc, afin de pouvoir consacrer suffisamment de temps d'antenne à chacun des personnages principaux, les scénaristes ménagent une fin à double détente qui est répartie sur 2 épisodes. Le 8e épisode de la saison, qui est diffusé le 8 novembre 2015, comme premier épisode, et donc le tout dernier épisode qui est le traditionnel épisode de Noël.
L'épisode du 8 novembre offre une résolution au parcours de vie d'une partie des personnages, tout en laissant indéterminé le destin des autres. Donc en particulier, la fille aînée de la famille Crowley, Mary, finit par surmonter sa culpabilité vis-à-vis de son défunt mari, qui s'appelait Matthew, et par épouser son prétendant, Henry, l'épisode s'achevant sur leur mariage. Donc ça, c'est l'épisode du 8 novembre. En revanche, les projets de mariage de la sœur cadette, Edith, sont anéantis par Mary, la sœur aînée, donc, qui révèle à son fiancé, Bertie, l'existence de sa fille cachée, Marigold. Donc voilà, donc ça c'est la fin de l'épisode du 8 novembre. La sœur aînée est mariée et heureuse, la sœur cadette n'est pas mariée et malheureuse. Donc l'un des principaux enjeux de l'épisode final pour les spectateurs est de savoir si Edith, la cadette, aura elle aussi droit à son happy ending. Notons que, comme souvent dans les fictions médiatiques, cette fin s'est avérée finalement toute relative, puisque la série a été prolongée par un film sorti récemment, le 13 septembre, au Royaume-Uni, film qui aura lui-même probablement une suite. Mais l'essentiel pour mon propos est que l'épisode avait été annoncé comme la fin de la série, puisqu'au moment de sa discussion, les discussions pour la production du film n'avaient pas commencé. Donc l'épisode qui me préoccupe a donc bien été vécu comme une fin par les publics. Donc, la suite de mon analyse s'appuie sur l'extraction des contenus postés sur Twitter par les spectateurs britanniques pendant la diffusion de l'épisode de Noël, donc le tout dernier épisode, soit plus de 6000 tweets que j'ai recueillis entre 20h40, quelques minutes avant le début de la diffusion, et 22h50, soit quelques minutes après la fin de la diffusion. Ce qui me permettait de me situer au plus près des réactions immédiates du public. L'étude du live tweet permet de prendre en compte donc, les différentes stratégies déployées par les publics pour favoriser ou compromettre l'immersion selon la relation qu'ils entretiennent avec la série. Le live tweet permet également d'accéder à des témoignages indirects. Certains usagers décrivent les réactions de leurs parents ou de leurs grands-parents, ce qui donne un aperçu des pratiques de groupes sociaux moins visibles, souvent plus âgés, qui utilisent moins les réseaux sociaux numériques. Donc, tout d'abord, je vais m'intéresser aux tweets qui ont été diffusés quelques instants avant la diffusion du dernier épisode, donc qui montrent le contexte de réception. Donc, comme je le disais, le dernier épisode a été diffusé le jour de Noël, donc dans le cadre d'une réception familiale pour la plupart des spectateurs, donc, réception qui comprend donc l'ensemble du foyer, l'ensemble de la famille, toute génération comprise, et non plus seulement les seuls membres du foyer. Downton Abbey faisant partie pleinement du rituel festif de Noël en Grande-Bretagne. Donc, quelques exemples de gens qui se réunissent en famille. Cette dimension rituelle est caractéristique du contexte de réception des séries télévisées qui se construit collectivement, selon Jean-Pierre Eskenazi. Donc, je vais lire qu'un petit extrait de cette citation. Il dit notamment que le plaisir procuré par la série dépend en partie de l'installation collective de cet ordonnancement et du partage qui en découle. Donc, la réception des séries a une dimension collective. Dans la mesure où il est pris dans le cadre des festivités de Noël, le visionnage de Downton Abbey implique ainsi une négociation familiale. Il réunit à la fois un public d'amateurs de la série, qui lui accorde une attention soutenue, et des spectateurs contraints de regarder l'épisode avec le reste de la famille et qui ne lui accordent généralement qu'une attention oblique. Donc, quelques exemples de spectateurs désespérés d'être devant la télé à ce moment-là. Voilà. Donc, pour ce public occasionnel, en vertu de la narration globalement feuilletonnante de Downton Abbey, les événements présentés ne font guère sens. Donc dans ces tweets, des gens qui disent qu'ils ne comprennent absolument rien à ce qui se passe et qui préfèrent boire de l'alcool. Voilà. L'épisode de Noël de Downton Abbey est donc bien un événement social, qu'il s'agisse de réaffirmer le lien familial ou de prendre ses distances avec celui-ci. Pour autant, alors que donc on est dans un contexte de réception groupée, le visionnage exige un silence religieux. Les amateurs ne tolèrent pas la moindre intervention qui pourrait nuire à la qualité de leur attention. Et à l'inverse, j'ai quelques exemples ici, et à l'inverse, donc là, toujours sur ce même écran, à l'inverse, donc il y a ceux qui veulent que tout le monde se taise pour qu'ils puissent écouter, et à l'inverse, il y a ceux qui n'aiment pas la série et qui s'amusent à ruiner le plaisir des amateurs par des interventions contre-immersives, par exemple, donc en posant des questions à tout bout de champ. Voilà. Le visionnage d'une série télé passe parfois par l'aménagement ritualisé d'un contexte de réception. De ce point de vue, la réception de Downton Abbey présente une spécificité, à savoir la mobilisation d'un décorum qui reproduit certaines mœurs mises en scène dans la série.
Il ne s'agit pas tant de s'absorber dans le monde mis en scène à l'écran que d'intégrer ce monde au sein du foyer. Bon, par exemple, là je montre un spectateur fictionnel, hein, donc dans Ted Mosby dans How I Met Your Mother, qui regarde une série qui ne s'appelle pas Downton Abbey, mais qui est une évidente parodie de Downton Abbey, et qui sort son service à thé pour la regarder, comme le font beaucoup de gens qui regardent Downton Abbey. Voilà. Et à cela s'ajoute, donc outre les théières que beaucoup de gens sortent pour regarder la série, hein, à cela s'ajoute, dans le cas qui m'occupe, les rituels spécifiques à Noël. Le cadre est à la fois festif et domestique, et les usagers de Twitter livrent parfois toute la liste de la nourriture et des boissons qui accompagnent le visionnage, à savoir les restes du repas de Noël, de la junk food, de la boisson chaude, de l'alcool, des chocolats, etc. Et donc les tweets qui précèdent la diffusion donnent ainsi accès à une phase de préparation rituelle qui favorise l'engagement. C'est également dans les instants qui précèdent l'épisode que les usagers expriment le plus volontiers leur affection pour la série. L'expression de la tristesse qui précède et accompagne l'actualisation de l'épisode est très majoritaire chez les spectateurs les plus engagés. Le sentiment de vide et de manque s'exprime par la mobilisation de tout un répertoire d'émojis. Et on peut aussi observer la récurrence d'expressions quasiment figées dans des centaines de tweets. Donc là, j'en ai mis qu'une petite partie, mais tout le monde exprime sa tristesse un peu dans les mêmes termes. Des tweets qui tournent autour d'un nombre très réduit de combinaisons syntactico-lexicales. Je ne suis pas prêt à, pas prêt émotionnellement, pas prêt mentalement, donc on a toujours un petit peu les mêmes structures qui reviennent. Et d'une certaine manière, la redondance de ces expressions accentue le caractère collectif de l'événement. La tristesse de chaque individu s'exprime dans les mêmes termes que ceux du reste de la communauté d'amateurs. Les tweets s'adressent d'ailleurs principalement à cette communauté. Un certain nombre d'entre eux, qui réagissent par exemple à un rebondissement surprenant, ne font sens qu'au moment précis où ils sont publiés, lorsqu'ils sont mis en regard avec l'événementialité immédiate de l'épisode. Bon, j'en prends qu'un exemple, mais je ne sais pas, on prend le premier. Je le savais tout en haut. Donc ce genre de tweet a une existence qui ne se résume qu'à 2 secondes, enfin 2-3 secondes, qui doit être lu immédiatement après sa publication, parce que si on n'a aucun, à part le hashtag, on ne sait pas du tout à quel événement fait référence le tweet si on ne le lit pas en même temps que sa parution. Donc l'absence totale de précision supplémentaire, à l'exception du hashtag, les rendent complètement cryptiques hors de ce contexte. La pratique du live tweet exige ainsi un alignement parfait sur la diffusion télévisuelle. Comme le souligne avec humour cet utilisateur, le fait même de mettre en pause un instant, même pour le reprendre quelques minutes plus tard, rendrait les tweets suivants complètement caduques. Donc, ce qui est assez amusant, c'est que le Twitter, c'est un petit peu la technologie la plus récente, mais en même temps, on n'utilise pas du tout la technologie actuelle de la télévision qui permet de mettre en pause même un programme qui est diffusé en live, parce qu'il faut s'aligner parfaitement sur le temps de diffusion que suivent tous les autres spectateurs. Voilà. Donc on le voit, la logique de rendez-vous qui peut sembler mise à mal à l'heure du triomphe des chaînes en streaming est cependant partiellement préservée par l'usage des réseaux en temps réel. C'est l'horaire de la diffusion télévisuelle qui demeure dans ce cas le référent temporel universel. Dans l'ensemble, donc, les différentes conjectures et évaluations publiées sur Twitter n'ont pas de fonction informative. Elles ne sont pas destinées aux spectateurs qui ne seraient pas en train de regarder le programme et qui risqueraient d'être spoilés, mais au public attentif et investi. Pour ceux qui regardent le programme en lisant les tweets, ces tweets ne font que redoubler ce qu'ils apprennent déjà devant leur télévision, quand on sait de quoi ils parlent. Ils ont donc une fonction essentiellement expressive et visent à partager une émotion avec le reste des amateurs qui regardent la série au moment de sa diffusion. Outre l'étude des contextes de réception, le live tweet permet d'accéder aux scénarios publiés par les spectateurs avant leur réalisation éventuelle dans l'épisode. Et cette anticipation peut prendre plusieurs formes. Il peut s'agir de l'expression modalisée d'un désir qui se traduit par la formulation explicite de vœux de happy ending concernant un ou plusieurs personnages. Voilà, donc ça, au début de l'épisode, les spectateurs qui formulent ce dont ils ont envie pour la fin de l'épisode.
Donc, admis dans l'espace domestique, les personnages font comme partie de la famille et suscitent souvent des réactions similaires d'attachement et d'exaspération qu'un membre de leur famille. À tel point que le showrunner de la série, Julian Fellowes, est souvent affectueusement nommé Uncle Fellowes. Et les conflits entre personnages dans la série suscitent la formation de camps parmi les spectateurs qui prennent par exemple donc, fait et cause pour Edith contre sa sœur à travers le hashtag TeamEdith par exemple. Ces vœux peuvent être formulés de façon négative. Il y a intérêt à ce qu'il ne se passe pas ceci plutôt que j'espère qu'il se passera cela. Et s'accompagner de menaces parfois directement dirigées contre l'équipe de scénaristes, menaces et puis évidemment hyperboliques, personne ne va effectivement casser la figure de Julian Fellowes. L'anticipation peut aussi prendre la forme de l'expression assertive d'une probabilité. L'enjeu consiste alors à trouver le scénario le plus proche de celui qui va advenir. Le jeu des probabilités s'étoffe ou s'affine au fil de l'épisode au fur et à mesure des diverses péripéties. Par exemple, un des serviteurs, Thomas Barrow, qui est à l'écran, est contraint de quitter le domaine et de trouver un travail ailleurs, mais lorsque le personnage qui s'appelle Carson, qui est le majordome, présente les premiers symptômes de la maladie de Parkinson, les spectateurs anticipent le départ à la retraite de Carson et le retour et la promotion de Thomas. Voilà. Et dans ce cas, ils postent leur théorie avant qu'elle se réalise, et quand elle correspond à un dénouement attendu, ça permet ensuite de prouver leur capacité d'anticipation. Je vous l'avais bien dit. Voilà. L'anticipation de ces scénarios est permise par la connaissance, acquise au fil des épisodes, des régularités génériques et diégétiques qui régissent le monde fictionnel de Downton Abbey. Des séquences actionnelles stéréotypiques qui peuvent engendrer une crainte de la répétition sont ainsi identifiées par les spectateurs. Par exemple, la vie de la pauvre Edith, il l'appelle comme ça dans les tweets, a été jusqu'alors semée de malheurs. Donc dans les épisodes précédents, lorsqu'elle tombait amoureuse d'un homme, celui-ci l'abandonnait à l'hôtel, ou mourait, ou disparaissait, ce qui explique que les spectateurs s'attendent jusqu'au dernier moment à une nouvelle catastrophe. Donc de même, là, le personnage qu'on voit là, c'est Matthew, le mari de la fille aînée des Crowley, qui est mort dans un accident de voiture. Et donc, à chaque fois qu'un personnage monte dans une voiture dans le dernier épisode, les spectateurs anticipent un accident qui rappellerait celui de Matthew. Donc, la gestion du rythme narratif peut également constituer un indice de développement possible. Ici, par exemple, les usagers considèrent que la résolution des problèmes d'Edith intervient trop tôt dans l'épisode pour pouvoir être considérée comme d'un dénouement et procurer du soulagement. Ils anticipent donc de nouveaux retardements. Bon, pareil pour Barrow. Si donc, au début de l'épisode, le personnage est heureux, c'est louche, il va lui arriver un truc avant la fin. À l'inverse, certains spectateurs formulent délibérément des vœux ou des scénarios qui n'ont aucune chance de se vérifier. Ces spéculations peuvent avoir plusieurs fonctions. Elles peuvent marquer la déception des fans vis-à-vis de la fiction dont le cours ne correspond pas à leurs souhaits. Et elles sont alors marquées par le rappel de l'événement qui a fait dérailler en quelque sorte la série et du cours qu'il aurait dû suivre selon eux. Et donc du coup, les personnages qui sont morts, par exemple, sont rappelés à titre de fantômes par ces spectateurs. Il peut également s'agir de spéculations ouvertement ludiques à travers les spectateurs marquent leur distance railleuse vis-à-vis de la série, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs incompatible avec un attachement pour la série. On peut faire preuve de sarcasme tout en aimant beaucoup Downton Abbey. Ces spéculations peuvent être fondées sur un rejet ou sur un désintérêt. Le public qui se sent contraint de regarder le programme souhaite souvent la mort de l'ensemble des personnages, de préférence dans d'atroces souffrances. Les options les plus courantes sont fondées sur l'incohérence générique. Donc, lorsque les spectateurs convoquent des éléments fantastiques ou science-fictionnels, invasion de zombies, d'extraterrestres, etc. Ou sur un renversement des valeurs politiques prêtées à la série. Donc on a quelques scénarios révolutionnels dans lesquels le prolétariat se révolte contre les aristocrates.
Le programme peut dès lors être utilisé par les spectateurs comme prétexte pour mettre en valeur leur humour et leur capacité imaginative. Le contenu de la série nourrit ainsi une sociabilité fondée sur la connivence, et ce, quel que soit le degré d'attachement des spectateurs au récit. Downton est, pour un certain nombre de ses spectateurs, une série qui s'apprécie au second degré, et à ce titre, le sarcasme peut aussi bien être le fait de fans, donc que de spectateurs contraints. Certains scénarios ont un statut plus ambivalent, un petit peu entre les deux. On ne sait pas bien s'ils sont considérés comme vraisemblables ou pas par les usagers. Le retour de personnages disparus, comme donc le père de Marigold, Michael Gregson, est ainsi évoqué comme une péripétie possible qui retarderait ou empêcherait le mariage d'Edith. Parce qu'elle est heureuse beaucoup trop tôt, donc qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Le retour de son ancien amant. Certains spectateurs envisagent ce scénario comme réalisable, dans la mesure où la mort de Michael Gregson n'a jamais été véritablement prouvée, tandis que d'autres s'en servent pour souligner humoristiquement les excès mélodramatiques dans lesquels Downton Abbey a régulièrement versé. De même, un événement apparemment insignifiant dans la série suscite de très nombreuses réactions, l'arrivée d'un colis contenant un sèche-cheveux qui fait l'admiration des servantes. Les spectateurs le mentionnent très souvent dans leurs tweets pour des raisons très contrastées. Les spectateurs contraints le brandissent comme la preuve définitive de la série, comme preuve définitive du vide absolu que constitue cette série dans laquelle il ne se passe absolument rien selon eux. Donc ça, c'est les spectateurs qui trouvent ça nul. Et il y a d'autres spectateurs qui, eux, se mettent du coup à envisager tous les scénarios possibles qui pourraient arriver avec l'apparition de ce sèche-cheveux. Donc pour ces spectateurs, le fait que du temps d'écran soit accordé à ce non-événement qui ne remplit pas en soi les conditions de la narrativité est forcément l'indice d'une péripétie à venir et ouvre un nouveau champ de virtualité. Ils cherchent, souvent de façon humoristique, la motivation narrative qui justifie la représentation d'un événement aussi anodin en imaginant des conséquences démesurées. Ensuite, autre type de scénario proposé par les usagers, ce qu'on appelle le shipping, c'est-à-dire une pratique qui consiste à investir émotionnellement une relation de couple entre des personnages d'une série, qu'elle corresponde à des développements canoniques ou non. Donc c'est également une pratique assez ambivalente et particulièrement répandue parmi les spectateurs. Certains expriment des regrets jusqu'au bout concernant une relation qui n'a jamais vu le jour, tandis que d'autres, certains expriment des regrets en disant ça n'arrivera jamais, d'autres espèrent cette relation jusqu'au dernier moment. Donc voilà, par exemple, la relation entre Tom et Mary, qui n'ont jamais qui ne sont jamais tombés amoureux dans la série. Certains spectateurs espèrent que Mary va lâcher son nouveau mari pour Tom. D'autres s'adonnent à des sortes de slash fiction miniaturisées. Donc la slash fiction, c'est une sous-catégorie de la fan fiction qui consiste à imaginer une relation homosexuelle entre deux personnages qui généralement, bien sûr, n'existent pas dans la série. Et donc ces petites slash fiction ne sont formulées que pour être invalidées par la suite. Là, il ne s'agit pas d'un scénario probable. Donc les spectateurs qui shippent des couples homosexuels, notamment entre Tom et Henry, l'époux de Mary, sont particulièrement satisfaits lorsque surviennent des éléments qui peuvent être interprétés dans le sens d'une possible réalisation de leur scénario, même s'ils se doutent bien que ça n'arrivera pas vraiment. Donc l'amitié entre Tom et Henry se prête très aisément dans la série à d'autres interprétations, qui sont tout à fait tenables d'un point de vue logico-sémantique, puisqu'elles ne sont contredites par aucune donnée fictionnelle. C'est-à-dire que les deux personnages sont très proches dans la série, ils décident d'ouvrir un garage ensemble, et du coup, comme vous le voyez, ça nourrit un shipping qui existait préalablement. Donc, à l'évidence, les spectateurs qui les écrivent ne partent pas du principe qu'il s'agit de ce qui se passe vraiment dans le monde fictionnel, ou, pour le formuler autrement, ils n'accordent pas à ces scénarios une valeur canonique, mais tout élément qui va dans leur sens leur apparaît comme particulièrement jubilatoire.
Donc voilà c'est ce qu'écrit Richard Saint-Gelais à propos de la slash fiction. Hein. Il montre bien que généralement les personnes qui se livrent à la slash fiction ne font pas ça pour que ça se déroule vraiment dans la série, pour influencer le déroulement de la série, mais pour jouer sur les non-dits de la série. Ensuite, donc, à côté des scénarios possibles que je viens de vous présenter, qui ont été esquissés par les publics, les live tweets permettent aussi d'exprimer des jugements sur des scénarios actualisés. Donc, une fois que les dénouements des différentes séquences ont été visionnés, les spectateurs les évaluent. Comme je l'ai signalé plus tôt, les commentaires des spectateurs ne concernent pas uniquement le niveau diégétique, mais également les stratégies narratives. Donc, certains spectateurs relient certains développements à une intentionnalité octoriale, à une motivation narrative qui leur apparaît si flagrante et si caricaturale qu'elle les empêche d'accepter de croire à l'autonomie du monde fictionnel. Les événements diégétiques sont alors expliqués par une causalité poétique et non par la logique actionnelle. Par exemple, Carson, dont je vous parlais tout à l'heure, hein, est, selon ses spectateurs, malade non pas à cause de son héritage génétique, mais parce que cette péripétie permet de dénouer la séquence consacrée à Thomas de façon satisfaisante. Les couples se forment à une vitesse éclair, non pas par une coïncidence bienheureuse, mais parce que les scénaristes doivent précipiter le bouclage des intrigues pour que chaque personnage ait droit à son happy ending à la fin de la série. C'est donc le niveau réflexif qui est investi en priorité par ce public sarcastique. Ces nombreux exemples permettent de dégager une constante dans toutes ces postures de réception, la tension entre désir et probabilité. Les spectateurs contraints appellent de leur vœu un dénouement apocalyptique, tout en sachant très bien qu'il n'aura pas lieu. Donc ils désirent quelque chose qui n'est pas probable. Les spectateurs qui ont précédemment été déçus par la série émettent le souhait qu'elle reprenne un cours plus satisfaisant sans pour autant se faire d'illusions. Donc eux aussi désirent quelque chose qui n'est pas probable. En outre, quand le dénouement est prévisible, par exemple le mariage d'Edith, c'est l'intérêt pour le sort des personnages qui crée de la tension narrative. L'attachement au personnage fait craindre jusqu'au bout un dénouement dysphorique, même quand il est peu probable. Puisqu'il s'agit du dernier épisode, les chances d'assister au mariage d'Edith sont très élevées, mais la crainte que cela n'arrive pas est suffisamment forte pour engendrer ce que Raphaël Baroni appelle une disjonction de probabilité, et qui est donc le ressort de la tension narrative, d'où le soulagement ressenti lorsque le mariage a enfin lieu. Sabine Chalvon de Mercé observe, à partir de données empiriques, que ce sont les personnages qui sollicitent toute l'énergie cognitive et affective des spectateurs de séries télévisées. L'intérêt du spectateur, je cite, l'intérêt du spectateur est suscité par le récit sur le flux long du déroulement de la série. Ce sont les personnages qui se dégagent et s'installent dans la durée. C'est d'ailleurs ce qui différencie les personnes qui tombent par hasard sur un épisode de la série et ceux qui la regardent régulièrement. Tandis que les premiers s'étonnent du caractère prévisible du récit, pour les seconds, la trame répétitive s'efface et devient invisible. Leur intérêt est entièrement déporté sur la consistance des personnages. Les tweets publiés pendant la diffusion confortent partiellement son analyse, mais il faut nuancer l'opposition qu'elle pose entre mise en intrigue et personnage. En effet, l'attachement au personnage est solidaire du dispositif tensif. Les stratégies narratives fonctionnent exclusivement sur cet aspect dans le cas de Downton. En outre, quand elle dit que la trame répétitive s'efface, ce n'est pas tout à fait vrai, dans le sens où c'est parce que Matthew est mort dans un accident de voiture, hein, on l'a vu tout à l'heure, que les spectateurs craignent la répétition de cet événement. Donc la trame répétitive engendre plutôt de la tension, en l'occurrence. Donc dans un contexte où les stratégies narratives sont apparemment faiblement tensives, hein, pour quelqu'un qui prendrait la série de façon occasionnelle, les fans font tout de même l'expérience d'un suspense intense. Par exemple, ici, hein, dans le premier tweet qui est affiché à l'écran, hein, l'usagère parle d'un cliffhanger à propos du mariage d'Edith, alors qu'à un moment où plus aucun rebondissement ne vient remettre en cause ce mariage. Donc l'effet du cliffhanger n'est pas observable objectivement, pourrait-on dire, et il n'est certainement pas ressenti par une bonne partie des spectateurs. Mais le désir de voir Edith enfin heureuse est si fort chez cette spectatrice qu'il rend l'hypothèse d'un scénario dysphorique particulièrement angoissante. On assiste donc à un élargissement de l'usage du terme cliffhanger qui désigne davantage une forte émotion liée au devenir incertain d'un personnage plutôt qu'un effet de couple stratégique à proprement parler.
Inversement, donc, les spectateurs peu investis sont plutôt frappés par l'absence de tension narrative dans l'épisode. Il ne se passe rien. Pour les fans, la prévisibilité de l'épisode final ne nuit pas au plaisir. La qualité de l'expérience n'est pas liée au caractère surprenant de l'intrigue, puisqu'ils souhaitaient, davantage que d'être surpris, de pouvoir se séparer des personnages et du monde fictionnel de façon apaisée. Donc c'était prévisible, mais c'est ce qu'on voulait. Donc pour conclure, dans le cas des séries télévisées, les technologies de l'information et de la communication numérique, et notamment les réseaux sociaux numériques comme Twitter et Facebook, ainsi que les sites consacrés aux productions audiovisuelles comme Allociné ou IMDb, sont devenus des lieux importants de l'évaluation du récit par les spectateurs. Ces sources ne donnent certes pas un accès immédiat à l'activité imaginative, ce qui serait impossible, mais elles constituent les témoignages les plus directs disponibles dans la mesure où ces témoignages ne passent pas par le prisme d'une enquête mais résultent d'une démarche spontanée. L'analyse du live tweet permet ainsi d'affiner la compréhension des modalités de l'expérience sérielle, notamment en tenant compte de ses dimensions rituelles, cognitives et affectives. L'étude des seules structures narratives est insuffisante pour traduire l'expérience de la tension narrative par les spectateurs. Il faut tenir compte de la relation qu'entretiennent les différents publics avec la série. À cet égard, le live tweet met en évidence la pluralité des formes d'engagement cognitif et affectif, les spectateurs n'appartenant pas à une communauté symbolique unifiée. Mais en dépit de leurs différences fondamentales, les expériences de ces différents publics trouvent tout de même, nous semble-t-il, des points de convergence. Le désir de produire un commentaire sarcastique semble ainsi engendrer un investissement cognitif de l'attention narrative, y compris chez les spectateurs contraints, et ceux-ci produisent, au même titre que les amateurs, des scénarios anticipatoires.